Bonjour à tous, vous regardez une nouvelle édition d'information sur RTI 1 dans les titres de l'actualité de ce 22 mai. Un peu plus de 600 000 candidats sont en lice ce mercredi pour les épreuves orales d'anglais du BEPC et du test d'orientation en classe de seconde. Elles s'achèveront le vendredi 25 mai prochain. Les épreuves écrites sont prévues du lundi 27 au vendredi 31 mai 2024. La journée internationale de la diversité biologique est célébrée ce 22 mai. Le terme désigne toutes les formes de la vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. La célébration de cette année devrait renforcer l'élan de visibilité à l'approche de la 16e réunion de la conférence des parties sur la diversité biologique qui se tiendra en Colombie en octobre prochain. Et puis l'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaissent un État palestinien. Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé de facto le rappel pour consultation de ses ambassadeurs dans ces trois pays. Un moment historique, a déclaré ce mercredi l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Merci de regarder RTI 1. À l'agenda du chef de l'État, elle s'est tenue ce mercredi un conseil des ministres. La rencontre a eu pour cadre le palais de la présidence de la République, une rencontre dirigée par le président Alassane Ouattara sur les différents sujets abordés. Vous aurez dès ce soir à 20h le compte-rendu de nos reporters du service institutionnel. La communauté internationale est appelée à réexaminer sa relation avec le monde naturel. La journée internationale de la biodiversité est célébrée ce mercredi 22 mai. Plus de 3 milliards de personnes dans le monde souffrent des effets de la dégradation de notre écosystème. La planète Terre et l'espace marin en sont fortement menacés. Une occasion pour le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique de tirer la sonnette d'alarme. Plus de détails avec Grace Kando. Plus de 3 milliards de personnes dans le monde souffrent de la dégradation des écosystèmes, dont 75% proviennent du milieu terrestre et 66% du milieu marin. Cette situation s'explique par des activités anthropiques, notamment la déforestation, l'agriculture intensive, l'exploitation minière. Et pourtant, la biodiversité sous toutes ses formes nous offre d'innombrables services, tant au niveau national que mondial. Au niveau mondial, les poissons assurent 20% de l'apport protéique à environ 3 milliards de personnes. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains est assurée par les plantes. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours aux médicaments traditionnels à base de plantes pour les soins. En décembre 2022, les parties à la Convention sur la diversité biologique ont adopté un plan pour la biodiversité dont l'objectif est d'enrayer et d'inverser le déclin de la biodiversité qui consiste à contribuer à la mise en œuvre de la vision 2050. Vivre en harmonie avec la nature. Ce plan est une opportunité pour toutes les parties prenantes de donner des orientations pour des actions prioritaires et pertinentes pour notre pays au regard du cadre subventionné. Dans cette optique, le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la biodiversité est un appel à l'action. Pour la mise en œuvre du dit cadre, chacun a un rôle et peut jouer sa partition dans l'atteinte des objectifs du plan pour la biodiversité. Contribuer au plan, c'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale de la biodiversité. Je vous le disais en ouverture d'édition, les candidats à l'examen du BEPC participent depuis ce matin aux épreuves orales d'anglais. On dénombre au total 647 450 candidats au niveau national. Il s'agit de la deuxième série des examens à grand tirage de la session 2024, juste après le CEPE qui s'est déroulé hier mardi sur l'ensemble du territoire national. Les précisions de Sephora Zegui. Des échanges entre un candidat et un professeur d'anglais. C'est le démarrage des épreuves orales, comptant pour le brevet d'études du premier cycle BEPC. Les candidats ont le choix parmi une dizaine de tests, puis se préparent avant de se soumettre aux questions de l'examinateur. Kelly et Doris viennent de passer l'interrogatoire, toutes crispées, mais gardent espoir. Ça parle des différents types de transports en Côte d'Ivoire.
C'était un peu complexe, on va dire, mais je sais que je me suis ressortie. J'ai su surmonter mon stress. Puis bon, le test, il était bien. Je suis tombée sur un test qui parle de l'agriculture. Dans la salle d'attente, les visages fermés, mais l'esprit de conquérant activé. Je suis un peu stressée, mais ça va aller. J'ai étudié la mode. Bon, j'espère tomber sur des tests parlant de la mode. Première langue parlée, avec 1,348 milliard de locuteurs dans le monde, l'anglais occupe aujourd'hui une place de choix. Il est donc impératif que les élèves se l'approprient selon les examinateurs. L'anglais devient une langue primordiale. Donc, il faut qu'on trouve les moyens d'intéresser nos enfants à l'anglais. Parce que de plus, il faut dire que ce que j'ai déjà interrogé, ce n'est pas du tout ça. Au lycée moderne de Cocody, 750 candidats sont soumis à cet examen. La chef du centre dresse un bilan partiel de cette première journée. Tout se déroule très bien. On n'a pas encore eu de problème. Les candidats sont là. J'ai eu droit à 5 interrogateurs qui sont là. Mes membres de secrétariat sont là. Pas de soucis dans mon centre. Pendant 4 jours, 647 450 candidats prendront part aux épreuves orales d'anglais. Les épreuves écrites prendront le relais du 27 au 31 mai prochain, puis les résultats seront connus le 18 juin. À plusieurs kilomètres d'Abidjan, dans la circonscription pédagogique de Kani, dans la région de Ourodougou, 5 centres d'examen ont ouvert leurs portes ce matin. Ils vont accueillir 700 candidats pour les différentes épreuves. C'est le préfet du département de Kani qui a procédé au lancement officiel. On retrouve Eugène Toubé. Fototou, village dans la commune de Kani, abrite le lancement des épreuves écrites du CEPE de la circonscription pédagogique de cette localité. À l'EPP Guéguéya, les candidats sont arrivés pour la composition. Sur place, les examinateurs et les autorités administratives venus s'assurer du bon déroulement de cet examen. Nous avons pris toutes les dispositions pour que l'examen de l'entrée en 6e session 2024 se déroule dans de très bonnes conditions, selon les recommandations de Madame la ministre, le professeur Maria Toukone. Éviter tout ce qui est fraude et se référer surtout aux recommandations de notre ministre. Toutes ces épreuves-là, c'est le résultat de tout ce qui a été fait depuis 9 mois. Donc nous voulons rassurer les parents pour qu'ils accompagnent leurs enfants. Nous voulons surtout leur dire qu'il faut préparer les examens. Les examens se préparent dès le début de l'année scolaire. Donc c'est ce message que nous avons toujours lancé aux parents et que nous continuons de lancer. Dans les différentes salles de classe, les candidats reçoivent leurs copies. L'atmosphère est lourde. Premier sujet du jour, l'étude de texte. Suivront dans l'ordre l'éveil au milieu, la dictée et la mathématique, dernière épreuve du CEPE 2024. Un examen que les candidats trouvent à leur portée. J'ai 13 ans. Je suis premier de ma classe parce que j'étudie beaucoup. Je viens de faire l'exploitation des tests. Ça s'est bien passé. Examen blanc numéro 1, j'étais 2e. Examen blanc numéro 2, j'étais 3e. Je pense que je peux avoir mon entrée en 6e. Dans la circonscription pédagogique de Kani, ce sont 669 candidats répartis dans 5 centres d'examen qui attendent avec impatience la date du 3 juin, jour de proclamation des résultats. Il s'agissait plutôt du lancement du CEPE qui s'est déroulé hier mardi sur l'ensemble du territoire national. Le Collège catholique de Daoukro est le grand vainqueur de la 2e édition du concours Excel Ado. L'initiative vise à protéger les adolescents de la tontine sexuelle, des grossesses en milieu scolaire, mais également de l'usage de la drogue. La rencontre qui s'est tenue au Collège moderne Autoroute à Trècheville a tenu toutes ses promesses. Amidi Rassouba. Lorsque le verdict tombe, c'est l'extase. Le collège catholique Saint-Pierre-Saint-Paul de Daoukro remporte le meilleur prix Liliane Sanogo du concours Excel Ado 2024. Il est initié par la Confédération mondiale des excellents adolescents en collaboration avec l'ONG Gétude Network. Son sacerdoce est de faire la promotion de l'excellence et inculquer des valeurs saines aux enfants. Il y a la fierté. Au collège, on nous dit toujours, faites en sorte que vous puissiez être les meilleurs. Donc on a donné le meilleur de nous-mêmes, nous avons remporté. Demandez à tous les parents
de chercher à savoir ce qu'il faut pour aider les enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont différents des enfants il y a 20 ans en arrière. Il faut actualiser son système d'approche, c'est inévitable, c'est irréversible. S'ils veulent conserver les enfants, il faille qu'ils aient les éléments nécessaires pour éduquer les enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont différents des ados de 90. Ces apprenants sont invités à être des modèles, à l'image de leur marraine, la pasteur Liliane Sanogo. La marraine aussi a envie de donner un message, parce que souvent, ce n'est pas parce que les ados veulent se laisser détruire que ça arrive. C'est aussi parce qu'ils ont besoin d'un soutien. Et en tant que pasteur et mère, elle a expérimenté un soutien qui marche, c'est le Seigneur Jésus. Et en tant que marraine, elle me charge de dire aux enfants, accrochez-vous à Jésus, accrochez-vous à vos rêves, à vos études et assurément, vous allez pouvoir vous en sortir. Promouvoir l'excellence par l'éradication de la tontine sexuelle, des grossesses précoces et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire est le thème retenu pour cette édition. On parle maintenant de sécurité avec le ministère de tutelle qui s'engage à renforcer les capacités des acteurs étatiques, des acteurs engagés dans la lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. À Jacquesville, ils vont évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces des politiques de réponse mises en place par les États. La rencontre s'inscrit dans la phase 2 du programme d'appui au renforcement de l'État de droit, de la justice, de la sécurité et des droits humains pour la cohésion sociale. Le commentaire de Godefroy Kambawa. Les défis du djihadisme transfrontalier, du financement du terrorisme et de la criminalité transnationale dans les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Thématique au centre de cet atelier entre experts et professionnels du domaine de la sécurité. L'action vise à donner les rudiments nécessaires aux acteurs en vue d'une lutte efficace contre le terrorisme. Ce programme représente un engagement ferme de notre pays en faveur de la construction d'une société où règne la justice. Nous voulons également rejeter toute forme d'autoritarisme et de tyrannie et nous battre pour une gouvernance transparente, inclusive, redevable, démocratique et respectueuse des droits humains. Financée par le PNUD et l'État de Côte d'Ivoire, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au renforcement de l'État de droit, justice, sécurité et droits humains pour la cohésion sociale. Il est impératif d'avoir une compréhension commune de la situation, de coordonner nos efforts et d'assurer une coopération renforcée entre nos différentes institutions et forces de sécurité. Le partage d'informations, les opérations conjointes et la formation continue sont autant d'éléments majeurs et essentiels pour renforcer notre capacité à prévenir, à détecter et à neutraliser les menaces. À travers ce projet, il est question de s'appuyer sur des piliers solides du Plan national de développement et du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement. Les travaux s'étendent sur 3 jours. Il s'est tenu la semaine dernière à Abidjan un atelier de restitution du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. En collaboration avec l'UNICEF, il s'est agi de former les journalistes à la maîtrise des questions liées à la promotion de la santé infantile, la vaccination et la nutrition en Afrique. Le compte-rendu d'Amidi Rassouba. Les journalistes de Côte d'Ivoire du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement font le point sur la santé infantile, la vaccination et la nutrition. Le REMAPSEN a pour objectifs principaux de renforcer les capacités des médias, accroître donc les productions médiatiques sur les problèmes de santé et d'environnement et également apporter une contribution significative aux partenaires, c'est-à-dire les aider dans leurs activités de promotion, de leurs projets, de leurs activités. L'UNICEF s'assure que les États travaillent pour que les droits des enfants soient assurés par tous les États et à tous les niveaux. Donc la rencontre d'ici est une opportunité pour nous, en tant que responsables travaillant dans les programmes de vaccination et de nutrition, de tisser même un partenariat même avec les médias, les professionnels des médias, pour nous aider à donner l'information vraie et essentielle donc à la population. Nous comptons renforcer en fait ce partenariat avec les journalistes pour que, main dans la main, nous puissions œuvrer pour un monde meilleur, surtout dans le monde, mais de façon spécifique en Côte d'Ivoire,
à savoir assurer une bonne santé à tous nos enfants qui en ont vraiment besoin. Cette rencontre se tient en marge du Forum des médias qui s'est tenu au Togo. Elle a réuni une soixantaine de journalistes de plusieurs pays africains et une équipe d'experts de l'UNICEF. Direction le lycée Sainte-Marie de Cocody. Les élèves ont été outillés il y a quelques jours de cela à l'intelligence artificielle, à la technologie blockchain et la cybersécurité. Une rencontre initiée par le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA. Un reportage de Mariam Sangaré dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Trilogie GIM, c'est le projet mis en place par le GIM UEMOA pour montrer les nouvelles opportunités de paiement financier. Les conférenciers et les élèves échangent sur les différentes thématiques. Une conférence jugée instructive par les élèves. On a eu des informations sur la blockchain, l'évolution de l'intelligence artificielle pour régler plusieurs problèmes. Aussi, on a eu des informations sur la cybersécurité qui est maintenant très importante dans le monde d'aujourd'hui. En plus du lycée Sainte-Marie de Cocody, d'autres établissements sont concernés par ce projet. La blockchain, c'est une technologie en fait qui permet d'apporter de la transparence, de l'immuabilité, donc la possibilité de ne pas effacer, de la sécurité et de la confiance en fait dans les procédés, dans la manière de faire les choses. C'est de permettre à l'ensemble des lycéens de l'espace UEMOA de mieux s'orienter dans ce nouveau monde. Nous sommes dans un monde nouveau et ce monde exige des compétences. Et nous leur avons présenté ces différentes possibilités. La trilogie GIM est composée de 3 volets, dont un consiste à instruire les élèves sur les nouvelles technologies de paiement. Le ministère de l'Éducation, du Plan et du Développement a tenu sa première journée nationale de la prospective. Les acteurs ont célébré les acquis des 50 ans d'utilisation de cet instrument de planification stratégique dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Une rencontre meublée de panels et de conférences. On fait le point avec Mahama Traoré. La prospective, c'est l'art d'anticiper les actions de développement. En la matière, l'expérience ivoirienne fait recette. Depuis 1973, les 4 études nationales prospectives élaborées inspirent les plans nationaux de développement à l'origine des succès économiques que connaît la Côte d'Ivoire. L'étude prospective Côte d'Ivoire 2040 a formulé la vision de faire de notre pays une puissance industrielle, une nation qui est unie dans sa diversité culturelle, une nation démocratique, et un pays qui est ouvert sur le monde. Donc, la prospective est un instrument qui oriente le développement en mettant à la disposition, en offrant une ambition de développement qui est la vision de développement de notre pays. Célébrer les acquis et tracer les sillons pour l'avenir. Tel est le sens de cette première journée nationale de la prospective, organisée avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Pour un meilleur ancrage de la prospective, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique a été créé en 2014. Cette structure a pour mission de conduire toutes les réflexions prospectives pour éclairer l'action publique dans le temps et dans l'espace. Elle est aussi chargée de promouvoir une capacité nationale en prospective. Fait marquant de cette première journée nationale, la présentation du bureau du réseau ivoirien des praticiens et professionnels de la prospective, RISIP, une communauté qui a pour mission de divulguer la pratique de la prospective au sein des administrations publiques et privées. La ville de Grand Bassam a abrité récemment la 35e rencontre des professionnels des relations publiques. La PRA se veut un cadre d'échange, de partage d'idées et de promotion des RP et de la communication. Objectif, promouvoir l'excellence dans la communication afin de mieux adresser les défis du continent. Astou Touré. La 35e édition de l'Association africaine des relations publiques, APRA, à Abidjan. Cette rencontre internationale vise à favoriser l'unité et l'échange d'idées entre les praticiens des relations publiques en Afrique. L'APRA s'engage à promouvoir l'intégration sociale, politique et économique sur le continent. Alors nous n'avons pas encore atteint l'objectif que nous nous sommes fixés, mais nous y travaillons encore de façon associative avec les différentes institutions africaines comme l'Union africaine, la Banque africaine de développement et d'autres organisations pour pouvoir atteindre cet objectif. Les défis de l'APRA sont aussi les défis
l'Afrique, faire de sorte à pouvoir projeter une image positive de l'Afrique au reste du monde. En plus de mettre en avant les talents africains, la mission de l'association est de vendre une image positive de l'Afrique à travers l'instrument qu'est la profession des relations publiques. Et la différence, c'est que le journaliste est formé à partager la vérité. Le professionnel des relations publiques est formé à présenter le point de vue de son client, fût-il un individu, une organisation publique, privée ou à but non lucratif. Mais de plus en plus, le métier des relations publiques évolue. Le gouvernement fait des efforts dans ce sens et qu'il y aura bientôt une identité visuelle nationale. Donc c'est dire qu'il y a des progrès malgré le fossé que nous voyons. Pour cela, l'APRA peut compter sur l'Association internationale des relations publiques, IPRA. J'ai l'opportunité d'apporter les défis de l'Afrique depuis une vue internationale et aussi l'APRA, l'Organisation africaine des relations publiques, croit en 3 choses fondamentales, c'est-à-dire la justice, l'équité et aussi la vérité. Il est nécessaire pour moi, en tant que personne, de relier ces socles-là étant des socles aussi de l'Organisation africaine des relations publiques. Une Afrique, une voix, combler le fossé de la communication africaine, c'est le thème de cette 35e édition. Changement climatique, intelligence artificielle, lutte contre les fake news, des défis du moment auquel l'APRA entend communiquer et former. Après 3 jours d'intenses travaux, une remise de diplômes pour clore la 35e édition de la rencontre des professionnels des relations publiques. On s'intéresse maintenant aux pathologies psychiques dans le milieu du travail. Le ministère des Finances et du Budget vient de lancer une campagne de sensibilisation sur la thématique, une rencontre avec le personnel pour lui permettre de réduire le niveau de pression lié à l'environnement du travail. Espérance Kisuki, Godefroy Kambawa. Le problème de la santé mentale représente 20% des arrêts maladie en Côte d'Ivoire, selon des experts. Face aux cas de plus en plus nombreux de manifestations aiguës de stress de ces agents, le ministère des Finances et du Budget organise la prise en charge de la santé mentale de son personnel. D'où cette sensibilisation sous le thème « Gestion des pathologies psychiques au travail ». Cette rencontre entre directeur de ressources humaines, gestionnaire des affaires sociales, médecins et psychologues du travail témoigne d'une prise de conscience de la problématique de la santé mentale. Malheureusement, les gens ne connaissent pas ce que c'est que la psychiatrie et ils assimilent la psychiatrie aux pathologies mentales dans lesquelles nous voyons les patients délirer et dire ce que vous appelez communément le fou. Mais il ne s'agit pas de chercher le fou en milieu professionnel. Il s'agit de lever les problèmes liés aux faits de société et au travail. Et donc ces problèmes-là peuvent générer des pathologies assez graves. Aujourd'hui, même la retraite devient un facteur de stress pour les agents. Je pars à la retraite, qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai pas un toit. Donc tout cela, comme une direction avant-gardiste, nous avons mis un dispositif en place pour prendre ces personnes en charge. Selon ces experts, la santé mentale des travailleurs est aujourd'hui un enjeu managérial incontournable dans la gestion des ressources humaines. Santé toujours avec la seconde phase de la campagne de neurochirurgie. À Bouaké, la campagne était destinée aux enfants atteints d'hydrocéphalie et de spina bifida. L'initiative du programme NeuroKids vise à améliorer la prise en charge des troubles neurologiques. Il s'agit à terme de prendre en charge au moins 150 enfants pour la seule année de 2024. Le reportage de Jean-Yves Zadi et Soro Corona. Campagne de neurochirurgie hydrocéphalie spina bifida au CHU de Bouaké. Une campagne initiée par le programme NeuroKids. Elle consiste à améliorer la prise en charge des troubles neurologiques chez les enfants atteints de cette pathologie. Les tout-petits sont opérés par une technique de vidéochirurgie endoscopique. Nous opérons par un système qui nous permet de créer un orifice avec une caméra pour permettre la circulation des liquides cérébro-spinal qui est bloqué dans la tête et qui crée une hypertension intracrânienne. Le deuxième geste qui est associé à cette technique, c'est de coaguler les cellules à l'intérieur du cerveau qui produisent ce liquide-là. Et ces 2 gestes associés vont permettre de traiter les hydrocéphalies chez les enfants. Pour cette deuxième phase, un volet formation est consacré aux jeunes chirurgiens. À mi-parcours déjà, ils maîtrisent les gestes qui doivent être effectués à la fin. Donc c'est vraiment le lieu de les féliciter pour leur engouement
leur engagement et leur motivation pour cette procédure. On a été formés, comme nos formateurs vous l'ont dit. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer dans notre activité quotidienne. Cette nouvelle technique séduit d'autres pays d'Afrique francophone. Ça va être la première fois que cette technique va être réalisée au Sénégal. On a programmé de faire des journées au Sénégal, à Ziguinchor, au mois de juillet. Et ça va commencer par mois et après, ça va évoluer en taches d'huile. L'hydrocéphalie est une affection neurologique grave qui touche les enfants en particulier. Elle se caractérise par une accumulation de liquide dans la boîte crânienne, créant une pression excessive sur le cerveau des enfants et augmente le volume de la tête. Dans l'actualité hors de chez nous, ouverte depuis 7h du matin en heure française, la Viva Technologie ou encore Vivatech se déroulera jusqu'au 25 mai prochain à Paris. Pour l'édition 2024, plus de 150 000 délégués issus des 4 coins du monde participent à ce plus grand salon d'Europe dédié à l'innovation technologique. Des idées originales pour impacter positivement l'environnement, la cybersécurité et la mobilité. L'intelligence artificielle retient cette année les attentions. Le Japon est le pays à l'honneur avec au moins 50 représentants de son écosystème. Comme l'année dernière, des jeunes Ivoiriens vont proposer encore une fois leur savoir-faire à travers des start-up soutenues par le gouvernement ivoirien. La RTI, engagée dans la promotion des start-up et à la conquête de l'innovation pour bonifier son offre, propose des programmes attractifs à ce salon. Plusieurs véhicules neufs pour les auto-écoles de Côte d'Ivoire. C'est le don réceptionné par l'Union nationale du patronat des auto-écoles de Côte d'Ivoire. La première phase de ce projet est le fruit du partenariat entre la fêtière et un établissement financier de la place. Des véhicules neufs qui viennent renforcer, sinon qui viennent moderniser le parc des entreprises de formation et la conduite au code de la route. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Les moniteurs d'auto-école renforcent leurs équipements de formation. Ils reçoivent 7 nouveaux véhicules. Ces véhicules sont le fruit d'un partenariat entre l'Union nationale du patronat des auto-écoles de Côte d'Ivoire et un établissement financier. Cette initiative portée par la fêtière vise à faire sortir les acteurs de l'informel. Très bientôt, nos entreprises d'auto-école vont être très modernes, elles vont être modernisées. On aura tous les équipements nécessaires pour une bonne formation et mettre en application le PNF, qui est le plan national de formation. La personne qui a les éléments nécessaires pour être en entreprise d'auto-école peut bénéficier d'un crédit allant de 1 à 15 millions. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour bénéficier de ces véhicules. Nous allons utiliser pour faire la formation à nos élèves afin de participer à la réduction des accidents de la route. La Fédération ivoirienne des PME et le ministère des Transports soutiennent ce projet d'équipement des entreprises du secteur en matériel didactique et mobilier. Les permis, nous, on pense que c'était acheté, c'était vendu. Et ce n'est pas une bonne chose parce que c'est un diplôme, il doit être reçu après une formation et après un bon apprentissage au volant. Et maintenant, il y a des véhicules neufs. Nous pensons que vraiment, il faut que l'État appuie ces genres d'initiatives-là. Il faut que la formation se fasse dans les meilleures conditions possibles, en termes de personnel adapté, de matériel didactique également qui soit aux normes. Et ces véhicules acquis par les auto-écoles elles-mêmes sont un élément important qui permet donc de savoir que nous avons affaire à un secteur qui s'organise de plus en plus et qui est en train de se professionnaliser. La formation des conducteurs et le renouvellement du parc automobile contribuent à réduire les accidents de la route. Et cette page noire, ce décès de Soumaoro Ahmed, dit Soum Saint-Félix, l'animateur télé très connu à la RTI, s'est éteint en France hier mardi. Soum Saint-Félix vivait entre Paris et Orléans depuis plusieurs années. Animateur émérite, il aura marqué le paysage audiovisuel de la Côte d'Ivoire pendant au moins 2 décennies à travers la RTI, profondément éprouvé par la perte de ses agents au cours de cette année 2024. La Norvège va reconnaître l'existence d'un État palestinien à compter du 28 mai prochain, a annoncé son Premier ministre malgré les mises en garde du gouvernement israélien. L'Irlande, à travers son Premier ministre Simon Harris, dans une annonce conjointe avec Oslo, en fera de même. L'Espagne reconnaîtra également un État palestinien le mardi prochain. Le Royaume va adopter en Conseil des ministres la reconnaissance de l'État palestinien, a déclaré Pedro Sánchez devant les députés espagnols.
Et puis en Iran, des centaines de milliers de personnes sont dans les rues de la capitale depuis ce matin pour rendre un hommage au président. Une foule très compacte et très importante s'est réunie à l'université de Téhéran. La prière funéraire a été prononcée par le guide suprême iranien en présence des dirigeants politiques et militaires du pays, mais aussi par des invités étrangers, notamment Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas. Beaucoup de personnes sont venues très spontanément rendre un dernier hommage au président d'État, Ibrahim Raïssi. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.